Bonjour à tous pour cette 39e édition du Livre sur la place. Alors aujourd'hui nous accueillons à l'Opéra Michel Serres. Bonjour. Est-ce que c'est la peine de vous le présenter, Michel Serres? Vous pouvez l'applaudir. Hein, ouais. Michel Serres, est-ce qu'il faut le présenter? C'est d'abord l'auteur d'une œuvre extrêmement abondante. Oui, hein oui. Ça commence avec le système de Leibniz. Il y a plein de livres. Il s'intéresse à tout. Il y a un livre autour d'Auguste Comte, un livre sur Zola même, sur Jules Verne, toutes sortes de livres, et puis aussi d'énormes succès. Un succès incroyable qui s'appelle Petite Poucette, dont vous vous souvenez tous, 200 000 exemplaires au moins, enfin ça va peut-être vers les 300 000. Et alors, je dis c'est difficile de vous présenter parce que c'est un esprit éclectique, libre, moderne, optimiste, je crois que c'est ça, surtout votre marque. C'est-à-dire, on dit toujours optimisme en France, un peu comme une injure. Oui, c'est pour dire con, voilà. Une autre façon de dire con. Ouais. Et alors que dans mes livres, le mot optimisme n'est presque jamais prononcé. Absolument. Mais le problème, c'est que comme je me retourne vers l'avenir, et la question était d'être assez lucide sur le présent, bien sûr, et le présent est beaucoup meilleur qu'on ne le dit. Voilà. Et j'essaierai de le dire d'ailleurs avec vous. Alors, vous êtes très atypique, parce que vous êtes à la fois un enfant de l'école navale et de l'école normale. Oui, c'est ça. Je ne sais pas comment on fait, il n'y en a pas beaucoup. Oui, oui. Et puis, vous êtes toujours un coup d'avance, je crois qu'on peut dire ça. Je pense Hermès, par exemple, toute votre série de livres, oui, donc le dieu un peu on peut dire, du commerce et de la communication. Oui, c'est-à-dire... Vous avez publié cette série dans les années 70, enfin vous aviez quoi, 20 ou 30 ans d'avance sur tout le monde? On peut dire ça, mais enfin, c'est vous qui le dites. Oui, oui. Et puis votre travail autour du contrat naturel aussi, très intéressant. Oui, vous dites qu'il faudrait s'intéresser aux droits aussi, de l'environnement, oui, peut-être aussi du monde animal. Oui. On joue pas... C'est-à-dire, le problème était de trouver une nouvelle solution juridique au problème de l'environnement. On propose des solutions éthiques, des solutions individuelles, des solutions sociales ou politiques, mais il y a une solution juridique à faire aussi, et c'est pour ça que j'avais écrit le contrat naturel, mais il y a très longtemps. Très longtemps. J'étais très jeune. 1990. Oh là là. Oui, oui. Bon, alors, maintenant, on va prendre un grand bol d'air optimiste, on a 1 heure, et on va, comme ça, effleurer, parce qu'on ne peut pas aller jamais profondément dans une conférence sur les sujets, mais on va commencer par exemple sur... moi, ce qui me frappe, là, quand je regardais votre dossier avant, il y avait cet article de Philosophie Magazine qui je trouvais fascinant, où vous commenciez par ricaner contre Socrate, sur Socrate, qui, pestait contre l'écriture, oui, qui allait tout changer. Oui, c'est-à-dire... Ça, c'est une référence à ce qu'on vit aujourd'hui avec le numérique. Oui, oui. C'est-à-dire, lorsque le numérique est arrivé, il a bouleversé beaucoup de choses dans les relations humaines, dans les communications, dans la rupture des isolats, on en parlera tout à l'heure peut-être, mais il a surtout changé beaucoup les métiers. Et donc, si vous voulez, ça valait la peine de discuter et d'analyser de façon claire et distincte ce qui nous arrivait lorsqu'il est arrivé le numérique. Et alors, en prenant du recul, on s'aperçoit que le numérique, c'est à la fois très nouveau et pas si nouveau que ça. Pourquoi ? Parce que si on remonte très haut, avec du recul, si vous voulez, et qu'on remonte, disons, allez, soyons généreux, au VIe siècle avant Jésus-Christ, au VIIe siècle avant Jésus-Christ, on s'aperçoit qu'avant cette date, l'humanité ne communiquait que par la parole. Et tout d'un coup est arrivé un coup de tonnerre formidable dans le croissant fertile et en Chine, on a inventé l'écriture. Et dès le moment où on a inventé l'écriture, tout a été changé. À la fois la politique, le commerce, bien entendu, etc. D'ailleurs, en même temps qu'on a inventé l'écriture, on a inventé la monnaie, forcément, mais la monnaie imprimée. Et donc, le changement, et puis la religion, la science c'était les mathématiques qui demandent l'écriture, et puis la religion, les religions du livre, de l'écriture sainte, du livre saint, vous voyez. Donc, la révolution a été complète. Et ensuite, la deuxième révolution, c'était vers le 15e, 16e siècle, quand on a inventé l'imprimerie. Et l'imprimerie a donné lieu à un bouleversement du même genre, même du point de vue du commerce, même du point de vue de la religion, la réformation, vous voyez. Et
Et il faut penser ce qui nous arrive aujourd'hui comme le troisième moment de cette révolution complète. Donc on est vraiment dans un moment historique de l'histoire de l'humanité. Je crois vraiment que la période que nous vivons est tout à fait exceptionnelle dans l'histoire. Je le crois vraiment. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer Alors, dans C'était mieux avant. Est-ce que on est au début ou on est à la fin, on est au milieu? Parce que ça peut encore continuer. Je crois qu'on cette révolution. on peut être lucide pour savoir ce qui nous arrive, mais il est extrêmement difficile de prévoir combien de temps ça va durer. C'est-à-dire comment la bascule de culture va opérer et vers quoi nous allons. Ça, c'est très difficile. Quand vous interrogerez Madame Soleil, elle vous donnera une vraie réponse. Moi, Mais une révolution, un grand changement historique, ça peut mettre plusieurs siècles. C'est le sens de ma question, quoi. Alors c'est là, pas forcément. c'est une très bonne question, et pour la résoudre, il faut en effet revenir à la loi des trois états dont je parlais tout à l'heure. Quand on a inventé l'écriture, Socrate était contre, vous savez, vous l'avez dit, mais n'oubliez pas que la révolution de l'écriture, elle est encore en chemin. Et il y a des cultures dans le monde qui n'ont pas encore inventé l'écriture, vous voyez. Et nous avons tendance, nous qui pensons que l'histoire commence avec l'écriture, nous avons tendance à penser que c'est des préhistoriens, des préhistoriques, alors que c'est le contemporain. Oui. Donc la révolution de l'écriture a duré, a duré 2000 ans. La révolution de l'imprimerie a été beaucoup plus rapide. Ouais. Et le numérique, ça peut durer écoutez, 1000 ans ou c'est très 500 simple. ans. Ouais. Combien de gens sur la Terre ont le portable? C'est intéressant de le dire. Eh bien, ils sont à peu près 3 milliards 800 millions. Vous voyez, et donc, la révolution de l'écriture a été foudroyante par rapport à la révolution de l'écriture qui a été longue. Vous voyez. Donc, le numérique est allé plus vite. Et j'ai l'impression, si vous voulez, que la bascule de culture, et qui inquiète beaucoup, évidemment, les gens, est beaucoup plus rapide qu'elle n'a jamais été. Voilà. Alors, dans ce numéro de Philosophie Magazine de septembre 2017, c'est dans tous les kiosques, vous dites aussi, enfin, vous félicitez du développement des robots et des algorithmes qui, dites-vous, sont nos nouveaux esclaves, c'est-à-dire qui nous permettront de vivre, de jouir, d'être en plein farniente pendant que les robots travaillent. Alors, et les algorithmes. Je crois que ce qu'on appelle le transhumanisme, qui a été inventé par la Silicon Valley et les milliardaires que vous connaissez, est une sorte d'idéologie qui me fait beaucoup rire, qui ne m'inquiète pas, elle me fait rire. Et pour vous expliquer l'importance alors un algorithme, vous savez ce que c'est? La recette de la tarte tatin est un algorithme. On fait ça, on fait ça, on fait ça. C'est des instructions pas à pas. Alors un algorithme, c'est une recette de ce genre. Bon, voilà pour l'algorithme. Mais pour le robot. Alors pour le robot, je crois que je la raconte dans C'était mieux avant. Je raconte l'histoire d'une jeune fille très douée qui sort d'une grande école de commerce et qui, au moment de son premier travail, décroche la possibilité de devenir la secrétaire de direction d'une grosse boîte du CAC 40. Alors, elle est recrutée. Un beau matin, elle rentre dans son métier et, à sa grande stupéfaction, elle a un splendide bureau qui est juste à côté du PDG. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Alors, elle rentre dans son bureau et puis elle y passe évidemment un jour, une semaine, un mois, 2 mois, etc. Au bout de ce temps-là, elle s'aperçoit qu'elle n'a absolument rien à faire. Alors elle est très inquiète, elle dit « si je ne fais rien, je vais être vidée, évidemment ». Et alors elle fait ce que beaucoup de gens font à ce moment-là, c'est-à-dire elle s'agite frénétiquement, elle traverse les bureaux, elle a des coups de téléphone partout, c'est-à-dire elle fait mousser Et un an après, le PDG la convoque dans son bureau et lui dit « Mademoiselle, je suis tellement content de votre travail que je vais vous donner un assistant. » Et elle revient dans son bureau terrifiée, évidemment, parce que quoi faire avec un assistant? Et elle voit arriver en effet l'assistant, c'est un robot. Alors maintenant, on réfléchit. Et on se dit, voyons, voilà le robot qui vient d'arriver. Qu'est-ce que c'est qu'un robot? C'est un support de programme.
C'est-à-dire, vous voulez lui faire faire quelque chose, vous le programmez pour le faire. Seulement là, elle a un problème très décisif, c'est de programmer un robot pour ne rien faire. Et même mieux, de programmer pour ne rien faire et faire semblant qu'on fait quelque chose quand on ne fait rien. C'est extraordinaire. Donc, elle n'y arrive pas. Le robot ne sait pas faire ça. Mais un homme et une femme savent le faire. Et c'est très profond, parce que si vous prenez un robot et que vous le programmez pour faire des choses qu'un homme ne sait pas faire, ce que disent les transhumanistes, mais nous sommes entourés de ces robots-là. Un oiseau sait voler et pas vous. Un poisson sait nager sous l'eau et pas vous. Et ainsi de suite. Et qui sommes-nous, nous, par rapport aux robots? Eh bien, mon cher, nous sommes des êtres déprogrammés. Déprogrammés. C'est pour ça que nous apprenons, c'est pour ça que nous nous adaptons, c'est pour ça que nous inventons, c'est pour ça que nous avons des intuitions, parce que nous sommes déprogrammés. Et par conséquent, par rapport au robot, nous sommes déprogrammés. Et alors, il faudrait que pour le robot fasse mieux que nous, qu'on le déprogramme encore plus. Et c'est plus un robot. Voilà. Et donc, cette histoire montre bien à quel point, si vous voulez, l'idéologie transhumaniste, oui, elle est plutôt comique, vous voyez. Ne vous en faites pas, vous ne risquez rien. Oui, mais elle est comique, mais quand même, elle se développe. Elle est profonde. Non, mais elle se développe. Ah oui. Il y aura des robots, mais j'ai l'intuition, si vous voulez, que supposer qu'une machine sache faire ça, et évidemment, si vous lui donnez une tête, des épaules, un corps avec deux, vous allez être terrifié, mais si c'était un cube qui ferait ça, vous ne seriez pas impressionné du tout. Par exemple, aujourd'hui, il doit y avoir des médecins dans la salle, on sait parfaitement construire une machine qui, regardant les poumons, par exemple, ou le cœur, va déceler des difficultés infinitésimales que l'œil humain ne voit pas. Par conséquent, le robot est meilleur que le radiologue. Et mettez un robot avec une tête, etc., derrière l'écran, vous allez être terrifié. Et si c'est une boîte carrée, vous trouverez que c'est comme un poste de télévision, comme votre tablette numérique, etc. Par conséquent, je crois qu'il y a un excès spectaculaire. Alors, vous êtes heureux du développement des robots, mais sur l'intelligence artificielle, là, il y a ce génie là, américain, Musk, l'auteur de la Tesla, etc. Oui. Il s'inquiète, vous vous inquiétez, vous aussi, à terme? C'est-à-dire intelligence artificielle. Alors, puisque j'en suis à raconter des histoires, je vais vous en raconter une autre. Voilà. Il y avait en France une ville, autrefois, qui s'appelait Lutèce. Elle ne s'appelle pas encore Paris. Et il y avait là une société secrète qui se réunissait de façon assez imprévisible dans des quartiers un peu reculés, sans porte ni fenêtre, un peu comme aujourd'hui, vous voyez, sans porte ni fenêtre. Et ça s'appelait les premiers chrétiens. C'était la secte en question. Et cette secte en question élisait un représentant qu'on appelait l'évêque, et l'évêque se trouvait sur le podium en train de faire l'homélie. Voyez. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Il y a toujours des mouchards dans les sociétés secrètes. La Légion romaine enfonce les portes et les fenêtres et se saisit de tous les premiers chrétiens. Et le centurion de la Légion traverse l'allée centrale, monte sur l'estrade, tire son coupe-chou et coupe la tête de l'évêque. Et la tête roule par terre. Catastrophe. Non. Miracle. Parce que justement, l'évêque décapité se retourne, ramasse sa tête. Attendez, juste un petit truc, j'ai arrangé ça sur le micro, ça gratte, à mon avis c'est le micro, voilà, ça sera mieux. Voilà, c'est bon. On m'a décapité alors. Non, c'est bon. Ah, c'est bon, comme okay. Ça on met ça. Ça va mieux? Ouais. Donc, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui était en train de scier quelque chose, une planche. Ça me paraissait un peu absurde. Oui. Et là, comme j'ai fait marcher mon cerveau, parce que je ne suis pas un robot, je me suis dit, voilà, ça doit être ça qui gratte, et c'était effectivement ça. Et donc, il ramasse sa tête, et l'histoire raconte, puisque c'est une histoire de Saint-Denis, comme vous l'avez remarqué,
il va porter sa tête, même on dit, au sommet de Montmartre. Bon, bref, ça. Et quand ma grand-mère me racontait cette histoire, je lui posais la question, mais voyons, comment a-t-il fait pour ramasser sa tête, puisque les yeux, n'est-ce pas? C'est vrai. Et elle disait, c'est ça le miracle. Et c'est vrai, c'était ça le miracle. Bon. Alors, voyons. Maintenant, je vous réponds sur l'intelligence artificielle. Musk, les angoisses de Musk. Voilà. Qui vit ça, hein, quand le matin, vous allumez votre ordinateur, qu'est-ce qu'il y a dans votre ordinateur? Il y a une mémoire colossale, c'est-à-dire une mémoire telle que vous êtes loin de ce contenu. Et non seulement une mémoire, mais un souvenir foudroyant. C'est-à-dire, vous tapez une demande et ça vient tout de suite. Alors que moi, il m'arrive de savoir même pas où j'ai mis mes lunettes, vous voyez. Bon. Et donc, mémoire, souvenir. Deuxièmement, une quantité d'images aussi importante que vous le voulez, n'est-ce pas? Et d'autre part, des moteurs de recherche ou des logiciels qui permettent quelquefois de résoudre des problèmes un peu difficiles. Même, il y a des logiciels qui résolvent des équations différentielles, je ne sais pas le faire, vous voyez. Bon. Par conséquent, dans l'ordinateur, attendez. Quand j'étais jeune, j'étais en classe de philosophie et on nous distribuait un manuel de philosophie. Et dans ce manuel de philosophie, il y avait un chapitre sur la connaissance. Et la connaissance était décrite au moyen de 3 facultés. La mémoire, l'imagination, la raison. Les images, le souvenir, la résolution des problèmes. Et bien entendu, ces 3 facultés, où étaient-elles? Dans ma tête. Dans ma tête. Et maintenant, ces 3 facultés se trouvent là sur ma tablette, sur mon ordinateur. Par conséquent, elles sont artificielles. La connaissance est artificielle. Et alors, vous allez me dire, ah oui, c'est-à-dire, quand vous ouvrez votre ordinateur désormais, appelez-le Denis. Votre tête est là. Et les 3 facultés. Non, mais il y a Non, mais c'est très sérieux, il y a externalisation des facultés. Mais ça, l'externalisation des facultés, nous connaissons ça depuis très longtemps. Lorsque nos ancêtres ont inventé le marteau, par exemple, le manche du marteau, c'était l'avant-bras, et la masse du marteau, c'était le poing. Comme si c'était externalisé de la fonction. Et là, on a externalisé l'intelligence. Ah oui, mais alors qu'est-ce qui nous reste, nous? Et c'est ça votre question. Qu'est-ce qui nous reste, nous? Il se trouve que les 3 facultés sont désormais externalisées, objectivées dans une technique hors de moi. Mais qu'est-ce qui me reste à moi? Je suis décapité. Voilà. Lorsque vous rentrez au Panthéon à Paris, ce miracle de Saint-Denis a été représenté en fresque sur le mur, et le peintre qui s'appelle Bonnat, je crois, peint le tableau au moment même où Saint-Denis ramasse la tête. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce tableau, c'est que au-dessus du cou décollé flambe une flamme extraordinaire, rouge, foudroyante, etc., qui illumine tout le tableau. Et c'est ça la vérité. C'est-à-dire, l'intelligence, nous pouvons en effet la rendre artificielle, comme nous avons rendu artificielle pas mal de fonctions du corps, mais il nous reste l'intuition, l'invention, l'innovation, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire tout ce que précisément un robot ne sait pas faire. Oui, mais l'intelligence artificielle, elle va vers ça. Elle va vers l'innovation aussi. Elle est là. Elle va vers l'innovation, c'est-à-dire là, elle va nous prendre, prendre quelques-unes de nos caractéristiques. C'est pas complètement sûr, parce que j'ai l'impression, si vous voulez, que ce qui est artificialisé, c'est ce qu'on appelle techniquement l'information morte. Vous voyez, l'information un peu répétitive. Et nous avons, c'est-à-dire aujourd'hui avec le numérique, nous sommes condamnés à devenir intelligents. C'est dramatique. Ça se voit pas beaucoup, hein. Excusez-moi, ça se voit pas beaucoup. Ça dépend de qui vous regardez. Alors quand on ouvre la télé, quand on lit les journaux, on lit partout, c'est la crise, le monde devient de plus en plus dangereux, c'est atroce tout ce qui se passe, etc.
Ça douche pas un peu votre optimisme de temps en temps, tout ça? Dans le livre que j'ai publié donc il y a 15 jours et qui s'appelle « C'était mieux avant », C'était mieux avant, ouais. oui, je parle des gens qui évoquent le passé en disant que c'est le moment le plus extraordinaire et qu'aujourd'hui c'est la décadence, c'est la violence, etc. Alors je voudrais répondre en effet de façon précise à cette question. Et tout mon livre est orienté vers la réponse aux questions du déclinisme, etc., de la catastrophe dont vous parlez, de la violence, etc. Alors, aussi du problème de la biodiversité et oui, tous ces problèmes qui se posent à la planète, qui sont ça. très dangereux, Oui, non, très graves quand même, on ne peut pas nier ça. Oui, je parlerai de ça peu à peu, bien entendu. Mais d'abord de la violence humaine, si vous voulez. Alors évidemment, quand je commence mon livre « C'était mieux avant », je dis ça tombe bien, avant j'y étais, n'est-ce pas? Et donc je peux témoigner de ce que j'ai vu, n'est-ce pas? Et évidemment, avant nous étions gouvernés rien que par des braves gens, qui s'appelaient Franco, Mussolini, Hitler, Staline, Mao, Pol Pot, Ceausescu, rien que des braves gens. Et ça a déclenché ce qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale, qui a donné 45 millions de morts, et qui s'est fini par le bombardement de Dresde, par Hiroshima, Nagasaki, etc. Donc, avant, c'était ça. C'était des morts par dizaines de millions. Vous voyez ? Aujourd'hui, ne croyez pas que j'ai le cœur assez dur pour ne pas m'incliner devant les victimes et les parents de ces victimes-là. Bien entendu, je les déplore et je les pleure autant que vous. Mais cependant, si on compare les chiffres, il n'y a pas photo. Vous voyez ? D'un côté, avant, c'était des dizaines de millions de morts, et aujourd'hui, c'est vrai que nous déplorons 10, 15, 35 morts, des choses comme ça. Par conséquent, la comparaison est, disons, impossible à soutenir. C'est pour ça que je vous dis que quand vous rentrerez chez vous, chers amis, tapez sur Internet « cause de mortalité dans le monde ». Cause de mortalité dans le monde. Et vous verrez apparaître un tableau donné avec des chiffres donnés par les grandes institutions internationales, comme l'OMS, l'ONU, etc., avec le nombre des morts, etc. Et c'est moi qui pose la question maintenant, quelle est la dernière des causes de mortalité dans le monde? La dernière, c'est guerre, violence, terrorisme. C'est-à-dire, le tabac fait des millions de morts de plus que la violence. C'est-à-dire, il ne faut pas dire de nom propre. Enfin, tant pis. Oui, on ne gêne pas. N'importe quel cigarettier, si vous voulez, est plus dangereux que Daesh. Voilà, en gros. Et donc, il faut avoir... Alors, lorsque les médias disent en effet qu'il y a eu des morts à tel endroit, etc., ils ont raison, factuellement, c'est vrai. Mais si vous prenez un peu de recul, le paysage n'est plus du tout le même. N'oubliez pas, cher ami, et ça, quand je m'adresse aux populations de l'Est, que ce soit des Belges ou que ce soit l'Alsace et la Lorraine, c'est des gens qui savent ça 20, 30, 1000 fois mieux que moi. Vous voyez, c'est-à-dire Maurice Schumann et Adenauer ont été des gens extraordinaires qui ont fait une Europe qui nous met en paix depuis 70 ans. Ça n'était jamais arrivé depuis le début de l'histoire. Jamais. C'est-à-dire... Il y a encore quelques Européens en France, on vient de les entendre. Merci, merci. Donc si vous voulez, alors évidemment, il y a un devoir de mémoire, comme on dit. Oui, mais ceux qui disent qu'il y a un devoir de mémoire, c'est ceux qui sont nés après la guerre. Parce que la paix, c'est l'oubli. La paix, on oublie qu'on est en paix, on est tout le temps oublié. C'est-à-dire, parmi vous, il y a peu de gens qui, en se rasant le matin, disent on est en paix. Moi, je me le dis. Parce que la guerre, c'est la mémoire, et que la paix, c'est l'oubli. Et pour moi, il y a un devoir d'oubli. Et pour vous, il y a un devoir de mémoire. Vous voyez, le décalage est là. Par conséquent, c'est vrai voyons, il y a des chiffres que je cite, non pas dans ce livre, c'était mieux avant, mais dans le livre précédent. Il y a un chiffre qui va vous intéresser, c'est qu'un historien vers les années 1880 a fait le bilan des guerres depuis l'an 3000 avant Jésus-Christ jusqu'à son temps à lui. L'humanité a été en paix 5% du temps. 5% du temps. La guerre a été perpétuelle.
Et par conséquent, aujourd'hui, notre paix européenne est évidemment exceptionnelle dans l'histoire. Voilà. Alors, bon, vous m'aviez interrogé. Oui, alors sur les causes, si on continue. Non, les causes d'être inquiet. Bon, il y a l'environnement, il y a aussi la démographie. Vous connaissez la métaphore de Claude Lévi-Strauss sur les vers de farine, c'est-à-dire plus il y en a à un moment donné, même quand il y a encore à bouffer, ils vont mourir. Est-ce qu'on ne va pas arriver là aussi à un moment donné? Voilà, alors parlons de la démographie. Alors là, j'en parle vraiment dans C'était mieux avant, bien entendu. Quand je suis né, revenons avant, il y avait moins de 1 milliard de personnes sur le monde. Et maintenant, nous sommes 7 milliards 800 millions à peu près. Connaissez-vous une vie humaine au cours de laquelle l'humanité, démographiquement parlant, s'est multipliée 2 fois par 2, 2 fois 2, 4 fois 2. Ce n'est qu'en ce point de vue que ma vie est exceptionnelle. C'est-à-dire que pendant ma vie, j'ai vu l'humanité croître multiplier 2 fois par 2. Est-ce que c'est une si bonne nouvelle du point de vue de la planète? Alors, la réponse à votre question, c'est pourquoi d'abord? Mais pour une raison qui double justement la question de la paix. Je vais de nouveau vous raconter une histoire. Dans les années 48-49, j'ai perdu une tante que j'aimais beaucoup qui est morte de la méningite. Ça, je le raconte dans C'était mieux avant. Et 4 ou 5 mois après, je rencontre le médecin traitant qui l'avait soigné, et le médecin me dit, pauvre Michel, si ta tante avait été malade maintenant, eh bien, 1, elle ne serait pas morte, et 2, elle aurait 8 jours de fièvre et 5 jours de pénicilline. La pénicilline venait d'arriver. Et lorsque les antibiotiques sont arrivés, disons que les maladies infectieuses sont mises à reculer de façon significative. De sorte que tout d'un coup, à partir de ce moment-là, et ça n'a fait que croître, l'espérance de vie a cru verticalement. L'espérance de vie. Et par conséquent, aujourd'hui, la population vieillit. Et alors, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Pour moi, c'est un avantage. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est un avantage. C'est-à-dire, on est en vie, alors on a une santé. On dit en gros qu'une femme aujourd'hui de 60 ans est plus loin de sa mort qu'un nouveau-né en 1700. Une femme de 60 ans aujourd'hui est plus éloignée de sa mort qu'un nouveau-né en 1700. Vous vous rendez compte du progrès que ça représente? C'est extraordinaire, vous voyez. Et on dit aussi qu'une femme de 60 ans aujourd'hui est en état de santé d'environ 40 ans il y a 30 ans. Vous voyez à quel point ça croît. Alors évidemment, il y a beaucoup de monde, mais ils sont beaucoup plus contents d'être en vie, vous voyez. Et alors, quand on dit que c'était mieux avant, on mourrait. Oui, mais là, attendez, quand on sera 15-20 milliards, ça va poser des petits problèmes quand même, non? Non, parce qu'il y a... On va les envoyer sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies? Non, c'est un rêve absurde, parce que vous savez bien qu'on n'y arrivera pas. À des années-lumière, vous savez, un voyage qui durerait plusieurs milliers d'années, il faudrait beaucoup faire l'amour dans la capsule. C'est toute chose assez facile, ça, franchement. Oui, mais si vous voulez, je crois qu'il y a un élément nouveau qui se passe quand on a la croissance de cette démographie, c'est qu'à mesure qu'il y a amélioration des conditions de vie, il y a une baisse sensible de la fécondité. C'est-à-dire les pays les plus développés font de moins en moins d'enfants. Ah oui, donc, et par conséquent, comme il y a de moins en moins de pauvres dans le monde, enfin en tout cas la grande pauvreté, je crois qu'il y a 1 milliard de personnes qui sont sorties de l'état de grande pauvreté au cours des 20 dernières années, ce qui contredit un peu certaines thèses qu'on peut entendre par-là. Donc ça donne de l'espoir, notamment pour l'Afrique, qui se développe économiquement, mais qui en même temps a une démographie beaucoup trop forte. L'Afrique est un problème parce qu'on pense qu'elle aura 4 milliards d'habitants bientôt, dont le Nigeria par exemple. Et l'Afrique posera un problème particulier. Mais à mesure... En même temps, il y a une croissance économique derrière qui fait que... Dès qu'il y a une croissance économique, il y a une sorte de baisse de la natalité, de sorte qu'on peut espérer qu'on va atteindre un maximum pour reculer, décroître. Voilà. Et par conséquent, là, je trouve que quand on parle de ces questions-là, quand on parle de la démographie, moi je réponds par l'espérance de vie, et que l'espérance de vie a changé tout, mais a changé la société
d'une façon extraordinaire. Je le dis dans C'était mieux avant. Par exemple, il y a 3 générations, lorsque mon arrière-grand-père se mariait, il jurait fidélité à sa bonne amie pour 5 ans. Et aujourd'hui, lorsque Petite Poussette se marie, elle se jure fidélité à Petit Poucet pour 65 ans. Oh là, c'est un peu long là, non? Et oui, mais on parle du mariage. Mais voyons, c'est le même mot en effet, mais c'est plus la même chose. Vous voyez, bien sûr. Ouais, parce qu'auparavant, on a été très vite débarrassés. Mieux que ça, mieux que ça, lorsque vous lisez des romans Dickens, Balzac, etc., du 19e siècle, vous trouvez toujours un héros de 30 ans, 25-30 ans, qui est en train de manger allègrement la fortune dont il vient d'hériter. Oui, mais aujourd'hui, avec des vieillards qui arrivent à 84, 85, 90 ans, ceux qui héritent sont déjà à la retraite. Oui. Mais ça change l'économie du tout au tout. Et oui, parce que le patrimoine reste de façon terrible à l'intérieur de classes improductives. Et ça, c'est très grave. Donc il faudrait imaginer très rapidement dans les gouvernements de faire des héritages qui passent directement aux petits-enfants pour que les jeunes, évidemment, aient à leur disposition le patrimoine. Vous voyez. Donc la croissance de l'espérance de vie a bouleversé la société. Alors la paix a bouleversé la société, le numérique a bouleversé la société, et maintenant nous en sommes à la santé, si vous voulez, à l'espérance de vie. Et ça, c'est des chapitres, en gros, de mon livre, C'était mieux avant. C'était bien pire avant. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ben, il y a quelque chose qu'on n'a toujours pas compris, et qui se trouve d'ailleurs dans votre livre, le Contrat naturel, qui est sorti, je crois, en 1990, il y a longtemps. C'est quand même, pour reprendre la phrase de Sitting Bull, que j'adore, le grand chef Sioux, ce n'est pas la Terre qui a été faite pour l'homme, c'est l'homme qui a été fait pour la Terre. Oui. Ça, on l'a toujours pas compris. Hein. C'est ça. Si. Oh non. Ah, si. Oui, Nicolas Hulot, peut-être, je ne suis même pas sûr. Hélas. Non, l'écologie est une science extrêmement difficile. C'est la science la plus complexe d'aujourd'hui, puisqu'elle demande à la fois une connaissance des mathématiques, de la physique, de la biologie, de la biochimie, de l'histoire naturelle, etc. C'est la discipline la plus complète, et il y a très peu d'écologistes dans le monde. Vous voyez, des gens qui peuvent maîtriser ce genre de choses. Alors évidemment, là, le problème de droit, puisque j'ai écrit le contrat naturel, mais il est surtout de mentalité. Et c'est ça que je traite dans C'était mieux avant. Et de nouveau, je vous raconte une histoire. Un jour, on avait trouvé, dans ma famille, on avait acheté un film de De Funès, je ne sais plus lequel, un film comique pour passer la soirée à rire ensemble. Bon. Et dans ce film-là, et je vous parle de quelque chose qui m'est arrivé il y a à peine 20 ans, vous voyez, on regardait le film en famille, et tout d'un coup, il y a une scène qui faisait rire absolument mes parents et moi-même, c'est que Louis de Funès tombe en panne en voiture au bord de la mer. Et il dévisse le moteur et il le fout à la mer. Et tout le monde riait. Dès le moment où il y a eu cette scène, mes petits-enfants et mes enfants ont éteint le poste et sorti. C'est-à-dire que c'est insupportable. Insupportable. Par conséquent, il y a une classe d'âge, n'est-ce pas, qui est formée de façon beaucoup plus forte que nous au rapport avec l'environnement. Beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé cette scène tragique, et nous la trouvions comique. Vous voyez ? Alors ça me paraît, dans le changement des mentalités, assez considérable. Vous voyez ? C'est-à-dire le rapport au monde, et maintenant, il est de plus en plus fort, sauf M. Trump, il y a aussi des imbéciles dans le monde. Enfin, il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'imbéciles, ben, forcément. Mais si vous voulez, c'est vrai que maintenant, on a des avertissements. Je ne sais pas, je suis un ancien marin, comme vous l'avez dit, je ne peux pas imaginer un vent d'une puissance de 350 km/h. Les cyclones que j'ai subis, moi, c'était 180, pas plus. 360, vous voyez. Et donc, c'est ça qui nous guette. Donc, le problème est de créer des instances. Et d'ailleurs, j'ai proposé un jour une instance que j'appelais la WAFEL, en hommage à mes amis belges, qui représenterait mondialement l'eau, l'air, la terre, l'énergie et les vivants, voyez, et qui ne serait pas... Parce qu'un jour,
j'avais rencontré dans une émission M. Boutros-Ghali, vous vous rappelez, qui était le patron de l'ONU. On n'a rien dit à la télévision comme d'habitude, mais on a discuté quand même au café, c'était beaucoup plus intéressant. Et il m'a dit, mais je lui ai dit, pourquoi à l'ONU vous ne parlez pas de l'eau, de la terre, c'est quand même très important. Il m'a dit, j'essaie d'en parler, mais les fonctionnaires qui sont là me disent, je ne suis pas là pour l'eau et la terre, je suis là pour défendre les intérêts de mon gouvernement. C'est donc des institutions internationales, mais pas mondiales. Vous voyez, il y a une différence entre international et mondial. Et là, il nous faut une institution mondiale, il n'y a pas de doute sur ce point. Voilà. Alors j'en parle évidemment comme sujet très important dans cet ému avant, bien entendu. Alors, si vous nous faites du bien, c'est aussi parce que vous êtes quelqu'un qui s'est toujours inspiré des utopistes, notamment je pense aux socialistes utopistes du 19e siècle, qui ont inventé des tas de trucs, hein, la crèche, etc. Est-ce que c'est pas quelque chose qui nous manque un peu aujourd'hui, non? Oui, c'est-à-dire que... Ça ne nous manque pas, ça, au 19e siècle, l'utopie aujourd'hui? Oui, il y a eu des socialistes que Marx a beaucoup méprisés. Oui, c'est des antimarxistes, d'ailleurs. Ils n'ont tué personne. Socialistes français, utopistes, voilà. Seulement, c'est eux qui ont inventé les crèches pour enfants, c'est eux qui ont inventé les mutuelles, les banques pour les pauvres, c'est eux qui ont inventé, en gros la sécurité sociale, c'est eux qui ont inventé tout ce qui, aujourd'hui, nous fait la vie douce. Vous voyez. Donc, ils ont été infiniment... Tout ça autour de Proudhon, Fourier, oui, etc. Et donc, je dis volontiers que les socialistes dits scientifiques ont fait des millions de morts et que les socialistes dits utopistes ont créé le monde moderne. Mais alors aujourd'hui, c'est un monde sans utopie, c'est ça le problème du monde moderne, non? Peut-être en effet, il faudrait des utopies. Eh bien voilà, excusez-moi. Il y a vous. Voilà. Vous êtes une utopie à vous tout seul. Alors ne m'appelez pas optimiste, alors appelez-moi utopiste. Là, je veux bien. Mais utopie, excusez-moi d'être un peu expert, utopie, en langue grecque, ça veut dire topos, c'est le lieu, l'endroit, l'espace, et c'est la négation. C'est un endroit qui n'existe pas. C'est l'île mystérieuse, si vous voulez. Utopie. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, nous vivons réellement dans un topos qui est celui-là. Vous voyez, si on fait la somme de ce qu'on est en train de dire, et dont je fais la somme dans C'était mieux avant, c'est-à-dire les questions de paix, les questions d'environnement, les questions d'allongement de l'espérance de vie, les questions de sécurité, on n'en a pas parlé encore de sécurité, etc., eh bien, on s'aperçoit qu'on a inventé un lieu dont nos ancêtres rêvaient absolument. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut en prendre conscience et ne pas penser que tout va de travers. Voilà. C'était pas mieux avant, c'est le sujet de mon livre. Mais c'était pas mieux avant, mais il y a quand même des petites choses qui clochent encore. Ah, mais... C'est vrai, si on reprend Petite Poussette, c'est un livre qui a eu un succès fou et qui disait des choses très vraies, mais en même temps, les effets de cette révolution sur nos enfants, sur nos jeunes enfants, il y a quand même un manque de concentration très angoissant, non? Vous sentez ça? Pas seulement sur les enfants, sur les adultes. Une sorte d'illettrisme. Les réseaux sociaux ont lancé des problèmes, vous savez, la théorie du complot, complot, etc. Il n'y a pas eu de 11 septembre, tout ça c'était des photos. Oui, il y a des côtés très négatifs, bien entendu, mais on les connaît. Je veux dire par là, prenons du recul, cher ami. Il était une fois un esclave grec qui s'appelait Ésope. Vous savez, Ésope, celui que La Fontaine a légèrement copié. Imite en part. Oui. Pastiché, non, plagié. à améliorer. Améliorer, d'accord, pardon. Nous sommes français, oui. Oui. Et il était esclave cuisinier. Et son patron lui dit un jour, fais-moi le plat le meilleur. Et Ésope lui fait un plat de langue. Et le maître se régale. Et pour le provoquer un peu, il lui dit le lendemain, je me suis régalé, je te félicite, fais-moi demain le plat le pire. Et le lendemain, Ésope lui présente le même plat, un plat de langue. Et le patron lui dit, tu te fous de moi, je vais te faire donner le fouet. Elle lui dit, non, pas du tout, la langue est la meilleure et la pire des choses. C'est-à-dire, avec la langue, je peux dire, je vous aime. Avec la langue, je peux dire, je vous déteste et je vais vous faire la guerre. Et par conséquent, puisque tout à l'heure, j'ai parlé des 3 révolutions
l'écriture, l'imprimerie et le numérique, toutes les trois portent le théorème d'Ésope. La langue ou l'écriture, c'est la meilleure et la pire des choses. Il y a eu Mein Kampf, vous voyez, à côté de Don Quichotte, quand même, l'imprimerie, et maintenant le numérique est la meilleure et la pire des choses, bien entendu. C'est-à-dire, vous savez, c'est de loin la meilleure pour moi. Je suis né très loin de Paris, et lorsque je voulais un renseignement, je prenais le train pour Paris. Il partait à 17h, il arrivait à 9h du matin à Paris. Il n'y avait pas de place assise, évidemment, il fallait être debout dans le couloir. On arrivait frais comme des roses, évidemment. Et de temps en temps, on ouvrait la vitre pour respirer un peu. On recevait dans les yeux les escarbilles de Dieu. C'était tout à fait mieux avant. Et on arrivait à la Bibliothèque nationale où on faisait la queue, etc. Le fonctionnaire mettait quelquefois 2 ou 3 heures pour trouver le livre. Et enfin, vous avez le renseignement. Il vous coûtait tout ça. Aujourd'hui, clic, vous avez le renseignement tout de suite. Par conséquent, là, il y a un accès. Oui, mais alors malgré tout ça, on peut dire que l'ignorance et l'inculture font des pas de géant. On le sent, c'est ce qu'on ressent autour de nous. Bon. C'est-à-dire des livres que, par exemple, nos enfants, au lycée, enfin au collège, lisent en fait sur Wikipédia. C'est un petit résumé de 12 lignes, et de toute façon, ils ne liront jamais le livre parce qu'ils ont le résumé. La seule difficulté qu'il y a là, en effet, vous la pointez du doigt. Je parle vraiment comme un vieux con, je suis désolé. Je la distingue dans mon livre, et je dis c'est ce qui sépare l'information et le savoir. Tenez, par exemple, nous avons décidé ce matin, mon ami et moi, d'étudier la mécanique quantique. Et top, on a l'accès immédiat à l'information. Seulement, on n'y comprend rien. Pas moi, en tout cas. Oui, moi. Et bon, à ce moment-là, on téléphone à Koen Tanouji, mon copain qui a eu le prix Nobel, et avec son intelligence merveilleuse, il va nous faire passer de l'information au savoir. Donc, l'information n'est pas le savoir. Il faut, entre l'information et le savoir, un pas de plus, un pas quelquefois très difficile. Et donc, en effet, c'est vrai de l'écriture, c'est vrai de l'imprimerie, et c'est vrai de nouveau du numérique. Par conséquent, quels que soient les défauts qu'on pointe sur le numérique, et il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup plus par rapport aux avantages qu'il n'y en avait dans l'écriture, l'imprimerie, oui, tout simplement. Une fois qu'on a pris le recul, on comprend comment ça fonctionne. Alors, d'où ça vous vient, cette foi dans l'avenir? En fait, de qui êtes-vous l'enfant? Parce que vous avez écrit, on le disait tout à l'heure, sur énormément de philosophes. Quels sont ceux qui vous avez souvent en tête? Que c'est Bachelard, Bergson, je ne sais pas, enfin Simone Veil avec un W, la philosophe, enfin... quelles sont vos références? Je suis sûr que vous en avez. Voyons. Mais vous en avez tellement que j'aimerais bien savoir laquelle est la plus importante. Voyons. Il y a un philosophe du Moyen-Âge et de la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, qui avait fait un livre qui s'appelait « La docte ignorance ». La docte ignorance. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau. Hein? Qui a écrit comme ça? Mon rêve, c'est d'écrire comme ça, c'est-à-dire transparent. Mais l'auteur de ce vers-là, qui s'appelle La Fontaine, savait le latin, le grec, l'hébreu, l'histoire, etc. Il avait c'est un puits de science, une culture colossale. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Et par conséquent, je crois que le vrai travail, c'est d'être docte, savoir beaucoup de choses, et que ça ne se voit jamais. Ouais. N'est-ce pas? Et je ne sais pas moi, les plus grands écrivains, les plus grands compositeurs de musique, n'est-ce pas, sont des gens qui... On dirait en effet que c'est des mélodies pour l'avant-hier, n'est-ce pas? Et ces gens qui savent le contrepoint, qui ont tout vu dans l'histoire de la musique, etc. Voyez. Donc, le but d'un écrivain, c'est ça, d'être le plus expert possible, savoir le plus de choses possible, et que quand on livre ce qu'on fait, ça ne se voit pas beaucoup, vous voyez, ça se voit le moins possible. Et ça a été un peu mon but. Voilà. Je crois que c'est ça, écrire, que c'est ça, composer de la musique, que c'est ça, essayer de s'exprimer. Essayer de s'exprimer, c'est-à-dire, vous me demandez mes références, oui, il y en a beaucoup. Et ça va, quoi. L'essentiel, c'est de conquérir, à mesure qu'on écrit, le plus de clarté possible.
Ouais. Et je crois que c'était mieux avant et beaucoup plus clair que le système de Leibniz et ses modèles mathématiques, n'est-ce pas? Oui. Moi, je l'ai écrit pour faire... vos premiers livres, oui. Oui, c'est ça, c'est mon premier livre. C'est-à-dire, c'est un livre savant avec des notes, etc., tout le bazar, quoi. Il y a du coupé-collé, quoi, si vous voulez. On dit que c'est le numérique qui a inventé le coupé-collé. Une thèse, c'est un coupé-collé. Bon, mais ça va. Voilà, je crois que c'est la conquête de la clarté qui est le plus important. Vous voyez, et c'est ça, je crois, le travail que j'ai essayé de faire. La conquête de la clarté, puis aussi l'adaptation, parce que moi j'ai adoré votre avant-dernier livre, là, le Gaucher boiteux, je crois que c'est l'avant-dernier, où justement vous expliquez qu'il faut s'adapter. Vous-même, vous êtes gaucher, vous avez vécu dans un monde de droitier, donc forcément gaucher, vous êtes un peu anticonformiste, vous n'avez pas beaucoup de mérite à être ce que vous êtes finalement. Hein. Non. Il suffit d'être gaucher, puis voilà. Et boiteux. La vie est faite, et boiteux. Alors là... Oui, parce que oui, il y a pensé, hein, vous dites c'est inventer, pas insister ni copier. Oui, c'est ça. C'est ça un peu le résumé de ce livre. Alors quand vous parlez du gaucher et des boiteux, vous parlez des minorités. Et j'aimerais bien m'exprimer sur les minorités comme je m'en suis exprimé dans C'était mieux avant. Voyons, quand c'était donc avant, où j'étais, les minorités existaient vraiment. Je veux dire par là que nous vivions dans un espace extraordinairement morcelé, et si morcelé qu'on s'entendait mal d'une région à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, quand j'étais en prépa à Paris, mon meilleur ami était de Champagne, il est venu me voir en Gascogne où je suis né, il a demandé 11 fois son chemin, personne ne l'a compris et il n'a pas compris les réponses. Vous voyez? Non, c'est vrai. Et quand j'ai passé l'agrégation de philosophie, le patron de l'agrégation m'a reçu et m'a dit « Monsieur, vous ne méritez pas cette place d'excellence que normalement vos notes mériteraient parce que vous n'êtes pas exploitable sur la totalité du territoire. » Mais non, ne riez pas, c'était vrai. C'était vrai, c'est-à-dire avec l'accent que je traînais, je n'aurais jamais été compris ni à Nancy ni à Strasbourg. C'est évident. Et le miracle aujourd'hui, c'est que je fais une conférence à Nancy. Mais plus avec le même accent. Et plus avec le même accent. Qu'est-ce qui a changé dans votre accent? Non, ce qui a changé... Vous faites des efforts? C'est pas moi qui ai changé. C'est le territoire. C'est-à-dire ça. Il faut quand même que vous sachiez qu'à la guerre de 14, par exemple, on a fait des régiments par région, des régiments bretons, des régiments picards, des régiments alsaciens, etc. Pourquoi? Parce que les gens ne se comprenaient pas entre eux et n'ont pas compris les ordres. Il y avait 51% des Français qui ne parlaient pas français. Donc on était dans des isolats. Et ces isolats étaient des minorités par rapport à tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, voilà pour les minorités linguistiques, voilà pour les minorités de l'accent, si vous voulez. Et puis ensuite, il y a des minorités, les gauchers, les homosexuels, les noirs, les machins. Ça me rappelle un noir américain, quand j'étais à Stanford, qui avait dit à la télévision « La minorité noire à Washington est de 56% de la population. » Et alors, notre rapport au régionalisme, notre rapport à la différence, moi je rappelle un soutien de thèse qui m'avait fait honte à la Sorbonne, où c'était un Québécois qui avait l'accent québécois, évidemment, et les membres du jury se moquaient de lui, vous voyez, alors que c'était le plus grand expert dans la discipline. Vous voyez, et donc, c'est fini. Le traitement des minorités a complètement changé. Et ça, c'est un élément qui m'enthousiasme. Pourquoi? Parce que, en effet, quand vous êtes dans un espace sans communication, pendant la guerre, on ne savait pas ce qui se passait à 20 km de là, ou 50, vous voyez ce que je veux dire. Quand vous êtes dans les communications, vous voyez, il y a quelque chose qui nous apaise complètement par rapport à la différence, par rapport aux minorités. Et tout d'un coup, la minorité ne se voit plus. J'avais une petite fille que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Lise, je dis j'avais, elle est toujours là, qui avait à l'école primaire une amie qui s'appelait Sarah. Et elle revient un jour en pleurant de l'école, en me disant « Mes copines sont vraiment, vraiment très dures avec Sarah. Elles disent qu'elle est noire. » Elle était sénégalaise.
Et je lui dis, mais tu sais, Lise, Sarah est noire. Elle me regarde et me dit, toi aussi, t'es une femme. Elle l'avait pas vu. Elle l'avait pas vu. Et par conséquent, elle ne voyait pas la différence. Et ça, c'est à la fois l'innocence absolue et la sagesse suprême, n'est-ce pas? C'est la sagesse suprême d'être aussi ami avec quelqu'un de profondément différent enfin, il y a quelqu'un qui a dit « aimez-vous les uns les autres » et non pas « aimez-vous les uns les uns ». Oui, il y a quelqu'un d'autre qui a dit « aimez-vous les uns sur les autres » aussi. Oui, c'est Jacques Prévert, hein, un poète. Bon, Michel Serres, je vais vous proposer maintenant de répondre à quelques questions dans la salle. Pas beaucoup, parce qu'on ne va pas avoir tant de temps que ça. Hein. Les appariteurs vont bientôt arriver. Mais pour sortir tout le monde. Une question dans la salle. Ah non, il n'y a pas de question. Alors on va continuer. Non, pas de questions, je vois pas de main. Manifestez-vous. Avant de nous quitter... Non, vous terrorisez la salle, hein, apparemment, Michel Serres. Oui, ils ont peur de vous, visiblement. Bon, bah écoutez... Ah, il y a une question là. Alors, ce sera la seule, alors, visiblement. Allez-y. Vous pouvez vous lever et essayer de crier un peu. Ça ira. Monsieur Serres avait proposé d'évoquer le problème de la sécurité. Il ne l'a pas encore fait. Ah oui, d'accord. Très bien. Problème de... Merci. Monsieur a souligné que j'ai pas bien fait mon boulot, puisque vous proposiez de parler de la sécurité, et je ne l'ai pas fait, donc oui, si vous pouvez le faire. Je parlerai volontiers de la sécurité de deux manières, à la fois technique et alimentaire, vous permettez. Alors, je parle d'avant. Hein. Bon. La sécurité, il y a un roman de Jules Verne très intéressant qui s'appelle L'île à Hélice, je crois. Vous savez, quand on lève l'ancre dans un bateau, il y a une sorte de levier sur la plage avant qui peut avoir un axe vertical ou un axe horizontal. Quand il a un axe vertical, ça s'appelle un cabestan. Et autrefois, pour virer au cabestan, pour lever l'ancre, on enfilait dans des trous des barres de bois. Alors vous voyez 10 matelots qui virent au cabestan pour lever l'ancre. Et il arrivait quelquefois que l'ancre résistait, ne voulait pas monter, et pourtant les matelots poussaient beaucoup, et le cabestan partait tout d'un coup dans l'autre sens et tuait les matelots. Et dans le livre de Jules Verne, il dit le cabestan alla dans l'autre sens, 8 matelots furent tués, et on les remplaça par 8 autres pour essayer de relever l'ancre. Pas d'autres commentaires. Ça aurait fait la une des journaux aujourd'hui. Par conséquent, aujourd'hui, moi j'ai connu des gens, des maçons, qui regimbaient beaucoup pour mettre le casque. Aujourd'hui, tout le monde a un casque en maçonnerie. Quand vous êtes sur des échafaudages, vous avez toujours des courroies qui vous tiennent. Quand vous êtes en bateau, vous êtes obligé d'avoir une bouée de sauvetage, et ainsi de suite. Par conséquent, notre sécurité a beaucoup cru. Et le rapport, non pas aux minorités, mais le rapport aux accidents et aux morts, a changé les mentalités de façon extraordinaire. Ça, c'est pour la sécurité technique. Alors, je me développe beaucoup dans cet ému avant la sécurité alimentaire. Moi, je me souviens très bien, je suis né quand même dans un milieu qui est de plus en plus rural. À mesure qu'on recule, on est dans un milieu de plus en plus rural. On tuait le cochon chez nous. Et donc, on faisait les saucisses, on faisait, etc. Et on faisait le jambon. Et le jambon séchait dans la cave pendant plusieurs mois. Et quand on le remontait pour manger, eh bien, avec un couteau, il fallait enlever un peu les vers. Vous voyez ? C'était la biodiversité. Mais maintenant, cette sécurité alimentaire, quand il y a un petit pépin alimentaire, ça fait la une des journaux de nouveau. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point vous jouissez d'une sécurité alimentaire qui n'était pas du tout de règle auparavant. Je sais que, vous savez, dans une famille, on était malade de colique au moins 3 fois par mois, parce qu'on mangeait mal, on mangeait pas certain, vous voyez. Et je suis certain que s'il y a des médecins dans la salle, ils le savent, n'est-ce pas ? Donc il y a une sécurité de santé, une sécurité alimentaire, une sécurité technique qui n'existait pas du tout. Vous voyez. Et dans cet ému avant, j'essaie de le développer. Et la sécurité de la fatigue. Vous vous rendez compte que mon père cassait des cailloux parce qu'il les extrayait de la Garonne. Bon.
Et je me souviens très bien que quand on livrait des cailloux, on avait la pelle et on la lançait sur la benne du camion. C'est comme ça qu'on remplissait le camion. Vous voyez, ça avait quand même du temps et une dépense d'énergie très fatigante. Et tout d'un coup, on a inventé la bande transporteuse, vous voyez, et il fallait juste la mettre là. Et à un certain moment, on a remisé les pelles, il y avait des pelles mécaniques. Par conséquent, la fatigue, si vous voulez, ou le rapport au travail, s'est transformé de façon extraordinaire, de façon pratique. Vous voyez. Et donc, sur la sécurité, je serais interminable. Vous voyez, quand j'étais professeur à l'école normale et que je préparais les élèves à l'agrégation, un des sujets qu'on a traités, c'était différence entre le travail intellectuel et le travail manuel. Et l'élève qui était là, qui faisait la leçon d'agrégation sous ma direction, citait beaucoup Marx, qui citait beaucoup les sociologues, etc. Enfin, c'était très documenté. Et il m'a demandé, alors, qu'est-ce que ça va? J'ai dit, vous savez, la différence entre un manuel et un intellectuel est très simple. Le manuel se lave les mains avant de pisser, et l'intellectuel après avoir pissé. Oui, c'est-à-dire... Voilà. C'est pour ça que c'était mieux avant. C'est un livre, puisque vous me posez la question de l'optimisme ou de l'utopie, c'est un peu un livre, allons, comique, vous voyez, c'est-à-dire pour montrer à quel point c'était pire avant, je raconte des histoires de ce genre pour faire voir à quel point, en effet, on a oublié l'état des choses à cette époque. Vous voyez. Et bon, c'est un livre plutôt de sourire, mademoiselle. Vous pouvez, s'il vous plaît, ce sera plus facile pour les autres, vous levez et vous éplez bien, là, enfin vous parlez fort. Avec l'importance croissante des robots, du rôle des robots et de l'intelligence artificielle, comment maintenant définir le concept d'humanité? D'humanité. Quid de l'évolution humaine avec la prégnance des robots? C'est une excellente question concernant l'évolution humaine. Vous savez sans doute, lorsque nous sommes devenus des hommes, c'est-à-dire il y a quand même déjà 4 à 5 à 6 millions d'années, comment nous sommes-nous distingués des animaux? Vous savez, c'est assez simple. Nous avons inventé le feu. Nous avons inventé de tailler des pierres taillées. Nous avons inventé ensuite de polir la pierre polie. Et toutes ces inventions sont des inventions de type technique. Et par exemple, nous avons inventé de nous habiller. Et maintenant, personne ne viendrait tout nu, moi compris, dans cette salle. Vous voyez. Et les gens disent, on est esclave des techniques. Alors voyons, si vous n'étiez pas esclave des techniques, vous seriez tous tout nus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire la technique est presque, l'évolution des techniques suit peu à peu l'hominisation. Vous voyez? C'est-à-dire que la technique n'est pas le mal absolu, comme on le croit, c'est au contraire ce qui accompagne le plus lentement possible l'humanisation. Alors comment se fait-elle, cette technique? Alors j'ai une théorie philosophique là-dessus, qui est toute simple, je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que marteau? C'est un avant-bras et un poing. Il y a externalisation d'une fonction. Mais les animaux ne le font pas. Et ce qui nous distingue des animaux, c'est ce type d'objectivation, ce type d'externalisation. Alors évidemment, nous en sommes aujourd'hui au stade le plus avancé. C'est-à-dire, nous externalisons les fonctions intellectuelles ou les fonctions du système nerveux. Mais ce n'est pas tellement différent que lorsque nous externalisions des fonctions des articulations, les fonctions musculaires. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par conséquent, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voilà, c'est une dernière question. Allez-y, madame. Sœur jumelle. Ouais. Je voulais savoir dans la boîte de Pandore. Prenez le micro, ce sera peut-être plus simple. Oui, il est là. Michel Serres, dans la boîte de Pandore qu'on a ouverte, oui. Il ne reste que l'espérance. Et vous, quel est votre moteur d'espérance? Ça rejoint un peu la question de la jumelle aussi, quelque part. Je crois, vous touchez là un problème qui touche, la définition même
que je pourrais donner de la philosophie. On dit toujours que la philosophie, c'est la recherche de la sagesse, et c'est pas faux. C'est pas faux. Être sage par rapport aux folies contemporaines, c'est quand même la moindre des choses. Mais c'est pas ça. Je crois que la définition de la philosophie, ce serait plutôt un essai d'anticipation. Un essai d'anticipation. Vous voyez à quel point, par exemple, le Moyen-Âge est déjà chez Aristote. Vous voyez comment l'ère moderne est déjà chez Descartes. Vous voyez comment, aujourd'hui, nous parlons de vivant comme par les personnes. Vous voyez. Donc, il y a chez le philosophe un devoir d'essayer d'anticiper sur ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai écrit le contrat naturel, Hermès, etc., pour tenter d'anticiper. Alors, je suis beaucoup plus modeste que ou espoir ou espérance. Je dis simplement essai d'anticipation. Évidemment, cet essai d'anticipation, au fond de mon cœur, évidemment, ému évidemment par ce que vous appelez l'espérance, bien entendu. Mais l'espérance, c'est quand même la vertu humaine fondamentale, bien entendu. Moi, je crois que ça va bien peut-être le moment de se quitter. On pourrait passer l'après-midi ensemble, mais bon, maintenant il faut déjeuner. Hein. Avec des aliments qui ne seront plein de sécurité. Oui, c'est ça. Oui, très important, la sécurité alimentaire. Je veux rendre hommage à André Rossino qui est là et qui a porté si haut ce livre sur la place. Merci. Et à Françoise Rossino. Elle est là ? Oui, qui est notre... Qu'elle se lève. Où elle est ? Qui est notre... Où elle est ? Notre égérie, notre vigile, et qui a tant fait pour le livre. Et je dis ça à un an des 40 ans du livre sur la place. Donc on se retrouvera l'année prochaine pour les 40 ans du livre sur la place. Merci, merci à vous tous. Un grand merci à Michel Serres. Allez, il faut se lever là, allez. Une standing ovation. Voilà, une standing ovation. Une standing ovation pour Michel Serres. Michel Serres qui est vraiment une belle figure, un grand monsieur et un sage. Voilà, et nous sommes très heureux de l'entendre. Et c'est vrai qu'il fait du bien. Parce qu'il va bientôt être remboursé par la Sécurité sociale, je vous rappelle, parce que j'ai vu ça après un certain nombre de titres dans la presse régionale, parce qu'en regardant le dossier, je voyais des titres d'interviews que vous avez accordés à beaucoup de journaux. En réalité, nous sommes heureux, nous sommes en paix, c'est l'époque des 70 paisibles, nous vivons dans un paradis. Ça, c'était dans le Figaro. Merci Michel Serres, au nom du Point, parce que Le Point est partenaire, le journal Le Point, le magazine Le Point. Le magazine Le Point est partenaire de cette manifestation. Au nom du Point et bien entendu au nom du livre sur la place, je vous remercie. Michel Serres, merci. On m'a demandé de vous dire que je dois signer des livres derrière. Il va signer les livres, Michel Serres, à la sortie à gauche en sortant. Il sera là, il signera évidemment Ce n'était pas mieux avant, Petite poussette et voilà, c'est grand succès. Merci à vous. Il va tout de suite signer.